Philippe Sands, je suis très heureux de vous rencontrer, de vous revoir plutôt, puisque la première fois que j'avais eu le plaisir de vous entendre, c'était à Lviv, lors d'une conférence mondiale de peine internationale. La seconde fois, c'était à Bruxelles, dans le cadre d'une grande conférence catholique. Vous avez évoqué votre dernier livre, La dernière colonie. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, si vous le voulez bien, on aborde un peu l'entrelacement qu'il existe dans votre travail éditorial entre le métier d'avocat, le métier de juriste, de spécialiste du droit international, le métier d'historien et celui d'écrivain. Alors, ma première question, vous êtes l'auteur de dizaines d'articles et d'ouvrages juridiques, vous êtes professeur, vous êtes chercheur, et le passage d'une nouvelle à une nouvelle forme d'écriture et de narration dans le cadre de votre premier livre, Retour à Lemberg, a certainement dû jouer un rôle, non seulement peut-être dans votre perception du métier que vous exercez, mais dans votre manière de le raconter en adoptant ce qu'en littérature on appelle un point de vue et en n'hésitant pas à entrelacer les histoires pour bien montrer la complexité. Comment percevez-vous cet aspect-là? C'est complexe à répondre parce que ça tire dans des sens différents. Euh, alors, pour prendre un aspect, je suis pleinement intégré dans Retour à Lemberg comme dans la dernière colonie. Et pendant 30 ans ou même plus, j'ai été chercheur à l'université, je le suis toujours, avocat devant la cour, et la personnalisation de son travail ne fait pas partie de notre métier comme chercheur ou avocat devant des tribunaux, devant des instances internationaux. Et donc, j'ai dû apprendre comment m'intégrer dans un texte. Et ça, c'était complexe. J'ai travaillé avec deux éditrices fabuleuses, une surtout à New York, euh, et ça a pris 5 ans pour que ma voix euh, s'installe dans les pages, comme vous l'avez lu dans Retour à Lemberg. Mais ça a été du boulot pour mon éditrice parce que c'était contre-instinctuel de m'intégrer moi-même dans le texte. Par contre, le façon de faire la recherche, euh, c'est quelque chose que je fais quand je plaide devant un tribunal international. Je suis souvent celui qui est responsable pour découvrir les faits. J'adore les archives, j'adore chercher, je suis ravi quand je trouve. Et, et ça, donc, c'est pleinement une conséquence, je pense, de mon métier de plaideur devant les tribunaux. J'adore les points de détail. Quand on est avocat aux tribunaux internationaux, les points de détail sont souvent très, très importants. On passe des heures devant des juges, on les regarde attentivement, ils disent pas grand-chose. Il y a un qui a fait il a levé le sourcil un peu, pourquoi il a réagi, qu'est-ce qu'on a dit. Alors les détails sont vachement importants, mais il y a un troisième élément qui vient directement, le style d'écriture, directement de mon expérience comme plaideur. Et ça, en fait, c'est sorti en parlant avec, j'avais beaucoup de chance, j'étais le voisin pendant 20 ans du grand écrivain John le Carré. Et on parlait souvent de ça. Moi, j'ai expliqué à Le Carré que quand on est plaideur devant un tribunal, il ne faut pas imposer des conclusions sur le. Il ne faut jamais dire au juge, voilà ce que vous devez décider. On donne les faits, on donne le droit et on essaye de créer un instinct où les juges arrivent à une conclusion qui est la conclusion qu'on veut. Mais on n'impose jamais. Et le carré me disait souvent, c'est exactement comme ça. Les lecteurs, les lectrices sont intelligents. Ils veulent pas qu'on leur impose des réactions, des passions, des émotions, des conclusions. Ils veulent travailler. Et c'est un peu le même style.
Alors, la différence entre Retour à Lemberg et la dernière colonie, c'est que dans le premier cas, vous racontez des procès auxquels vous n'avez pas participé, notamment le procès de Nuremberg. Dans la dernière colonie, vous racontez par contre la manière dont vous observez, la manière dont vous construisez votre groupe d'avocats et la manière dont vous écrivez vos plaidoiries. Et on peut trouver une véritable masterclass d'écriture lorsque vous dites une plaidoirie doit contenir un récit clair et accessible, pas seulement juridique, et marteler les points clés, parce que vous devez vous adresser à un public qu'il ne faut pas nécessairement convaincre, mais à qui il faut raconter une histoire. Alors, une plaidoirie joue quelques rôles distincts. D'abord, le public le plus important, les écouteurs les plus importants, c'est les 15 juges qui sont devant nous, dans une très longue table. Et ce qui est important, c'est que les 15 viennent de 15 pays différents. Hmm. Ils ont une culture complètement différente, une idéologie, une politique, une façon de faire les choses complètement différente. Alors, il faut trouver une façon de raconter une histoire qui est compréhensible, accessible pour tous les juges. Un style trop britannique ou trop francophone, ça ne marche pas avec certains juges. Il faut trouver une façon de parler qui est plus élargie et plus générale. Par contre, on a aussi un autre public. Je plaide pour les pays. Alors, chaque fois que je plaide, il y a la moitié du pays qui écoute ou qui lit dans les journaux. Un grand trou. Par contre, au niveau, bon, plutôt public, je raconte dans la dernière colonie, quand j'étais à l'école et on étudiait l'histoire, personne ne nous a parlé. C'était au même moment, aux années 70, de ce qui s'était passé au Chagos. Ça se passait à ce moment, exactement, où j'étais étudiant pour la première fois en histoire. On parlait du colonialisme, on parlait de la Grande-Bretagne, de l'Empire, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien dans les livres, il n'y avait rien dans les cours.
Et donc, quand j'ai appris cette histoire à l'âge de 50 ans, beaucoup plus tard, c'était un peu le choc et je me suis fortement interrogé sur moi-même. Comment est-ce que c'est possible que je ne connaissais pas ce qui s'était passé dans cette région de l'océan Indien? Et je pense que les deux livres, et c'est peut-être un thème qui touche sur tout ce que j'écris, c'est le pouvoir du silence, le rôle du silence dans nos vies, les choses qu'on ne sait pas dans nos familles, dans nos pays, dans nos communautés, et je suis fasciné par ça. Et je commence le retour à Lemberg avec une citation de psychanalyste qui joue un rôle très important, je pense, c'est que on est haunted par le silence des autres et que ça saute des générations, surtout entre les grands-parents, les petits-enfants. Il y a une forme, je pense, je suis convaincu, de communication sans parler, sans écrire, de communiquer des choses par des moyens qu'on ne comprend pas très bien. Dans Retour à Lemberg, vous évoquez une dimension qui vous est intime, mais de génération en génération, à savoir que votre grand-père a dû s'exiler de Lemberg pour se réfugier à Vienne et puis partir à Paris. Et donc, vous avez découvert à un certain moment que vous aviez en fait été étudiant avec le fils que un de vos professeurs de droit avait été, pardon, le fils de Hersch Lauterpacht, qui avait conçu, inventé le concept de crime contre l'humanité, et qu'en même temps, à la même période contemporain de celui-ci, Raphaël Lemkin inventait l'autre concept fondamental qui est celui du génocide. Le fait que vous ayez eu des liens virtuels, lointains mais personnels Ouais. avec eux, a influé l'écriture de votre Ah ouais, retour à ah ouais. Lemberg. Oui, oui, absolument. Regardez, quand j'avais 18 ans, j'étais étudiant à l'université de Cambridge. Et la première fois que j'ai fait mes études en droit international, c'était en 1981, je pense, à peu près. Et on était dans la salle Lauterpacht. Bon, c'était qui ce monsieur? On ne connaissait rien. C'était un grand monsieur, un grand prof, un juge à la Cour internationale de justice, mais on ne savait rien, on ne savait pas du tout. Et c'est 33 ans plus tard que j'apprends que ce monsieur est né et habité dans la même rue que mon arrière-grand-mère dans cette petite ville de Jolkiev à côté de Lemberg. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que c'est moi qui découvre toutes ces histoires? Par accident, j'avais pas de thèse, j'avais pas d'instinct. C'était simplement que je suis invité à donner une conférence à Lemberg, à Lviv, et je dis oui parce que je découvre que mon grand-père est né dans cette ville et je voulais trouver la maison où il habitait. C'était très simple. Et je découvre le lien de cette ville remarquable avec tous ces hommes. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Ma femme dit c'est pure coïncidence, mais moi je ne le pense pas. On a des longs débats dans quand on mange ensemble tous les jours. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une façon où là, le fils a communiqué avec moi. Mais je me souviens très bien le moment que je dis à Eli Lauterpacht, le fils de Hersch Lauterpacht, Eli, remarquable. On a des liens avec la même rue à Jolkiev, la rue qui s'appelle, dans les écrits de Joseph Roth, le grand écrivain, East-West Street, la rue Est-Ouest. Ce titre en anglais ne marche pas en français. La rue Est-Ouest, ça se traduit pas très bien. Je suis très content avec Retour à Lemberg. Mais ça manque le lien avec Lemberger Straße, la rue Est-Ouest, East-West Street. Pour revenir à la méthode de travail aussi à Lemberg, vous évoquez à plusieurs moments dans le livre, d'une part, que vous vous accompagnez parfois de votre fille, donc comme pour transmettre à la génération suivante, et vous évoquez ces réactions. Et le second point, c'est que vous aimez à travailler sur les cartes, comme si les Ah, cartes vous oui. racontaient Ah. ce qui va vous aider à écrire et à raconter. Oui, non, I mean, avec les cartes, on peut raconter, on peut pas tout raconter, on peut raconter pas mal de choses. J'évoque un moment, je pense, où je suis assis sur un banc Oui, dans je le me parc souviens. central de Lviv-Lemberg. Et si j'étais assis sur ce banc, au même moment,
en 1918, j'aurais pu vivre dans 4 pays différents, dans un mois seul. Si je reste sur ce banc encore pour une vingtaine d'années, ça change tous les 5 ou 6 ans. Moi, je bouge pas, mais les pays autour de moi changent. Et je pense qu'avec ça, non seulement ça évoque la réalité de la situation, mais ça ouvre l'imagination. Mhm. Tous les lecteurs, les lectrices, ils comprennent. Tout le monde s'assoit sur un banc. On sait ce que ça veut dire. Et l'idée qu'on est assis là est que tout autour de nous change, les langues, les nationalités, mais nous, on est assis, on bouge pas. Ça, je pense que ça ouvre vraiment l'imagination. Et je pense que pour un écrivain, ça c'est un rôle principal, Ouais. c'est d'ouvrir l'imagination pour que le lecteur, la lectrice peuvent imaginer eux-mêmes qu'est-ce qui se passe à certains moments. Et je pense que c'est des techniques d'écrit qui sont très chères à moi. C'est aussi une manière extrêmement poétique d'inclure une forme de rêverie en plus de l'imagination factuelle sur ce qui s'est Ah passé oui. en une seule année. Et je trouve que c'est là une manière que vous avez aussi de faire de votre livre autre chose que le récit. Bah, raconter des histoires, ouvrir l'imagination, j'ai compris maintenant, assez tard dans ma vie, ça joue un rôle très important. En fait, je commence à comprendre que le rôle du droit international aussi, c'est peut-être un peu de raconter des histoires. C'est non seulement trouver, appliquer la justice, mais comme on a évoqué au début de notre conversation, évoquer devant des juges, évoquer devant le grand public, euh, des histoires. Et c'est une façon de comprendre, de devenir avocat, de raconter, d'expliquer, de faire face à une incompréhension de ce qui se passe avec des histoires. Et ça, je ne m'en rendais pas compte seulement récemment que le matière du droit international, c'est absolument fascinant. Les gens sont fascinés par ça. Et l'aspect important, parce que nous, les avocats, on vit dans un petit monde qui est tout enfermé, avec un langage qui a l'effet d'exclure les autres. Et je pense que mon rôle avec ces livres, c'est d'ouvrir les portes pour que les gens peuvent comprendre un peu plus qu'est-ce que c'est que ce monde. Et ce qui me fascine, apparemment, c'est intéressant pour eux. Et ça, je suis ravi par ça. Enfin, je suis persuadé, ceci est une parenthèse qui n'est pas une question, que vous allez provoquer beaucoup de vocations de juristes Voilà. internationaux, de droit international. Quand on a terminé de lire vos livres, on se dit, mais voilà un univers absolument passionnant, d'autant plus que vous l'écrivez effectivement comme un roman. Insistons, si vous voulez bien, un peu sur la dernière colonie, donc votre dernier livre, en soulignant peut-être l'importance d'introduire l'humain, c'est-à-dire la personne dans le grand mécanisme d'un procès Ouais. qui est intenté finalement par un pays, Maurice, contre un autre pays, la Grande-Bretagne, à travers toute une série d'appareils juridiques qui sont les cours internationales du droit de la mer, les cours internationales à La Haye, tout cet enchevêtrement, vous le racontez finalement en prenant une personne comme témoin qui est cette Élisée, cette dame dont vous racontez l'histoire et que vous évoquez si bien. Non, Lise Bélizé, qui est née en 1953 sur une petite île qui s'appelle Perros Banhos, vit sa vie là-bas. Elle a dit que c'était fabuleux. Ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin, du poisson à nourrir. Elle s'est trouvée un mari, elle avait des amis, ils dansaient les samedis soirs. Et un jour, bien, en avril 73, elle voit quelque chose qu'elle n'a jamais vu avant, un monsieur qui est blanc sur son île, qui lui dit, vous partez demain, madame, une valise. Et c'est une femme remarquable, elle ne peut pas lire, elle ne peut pas écrire, mais elle a fait un témoignage devant la Cour internationale de justice en septembre 2018 qui a bouleversé les juges, complètement bouleversé, parce que elle avait une dignité, elle avait une intelligence, elle avait une façon de raconter son histoire qui nous a beaucoup, beaucoup touchés. Et je voulais, dans mon livre, commencer et finir avec cette femme, cette personne absolument remarquable. C'était
une façon de dire oui, les grands procès tournent sur les grands faits, sur les grands principes de droit, mais finalement, on voulait expliquer aux juges que c'est une vraie histoire qui touche des êtres humains qui sont vivants, qui veulent retourner chez eux. C'est pas théorique, c'est pas complexe, c'est pas difficile à comprendre, c'est très humain. Et finalement, le droit international, c'est un sujet très humain. Il y a toujours des gens qui sont impliqués, qui sont remarquables et intéressants, parfois épouvantables, parfois fabuleux. Mais ça, j'ai compris. Moi, quand j'ai fait mes études de droit, là, à commencer il y a plus de 40 ans maintenant, euh, on parlait des institutions, on parlait des États, on parlait jamais des individus. Et là, j'ai compris avec mon travail que les individus les êtres humains jouent un rôle absolument central dans tout ce que je fais. Ça, je l'ai bien compris. Et c'est ça aussi qui fait de votre récit quelque chose que l'on lit d'une traite. On apprend beaucoup sur l'histoire du monde, sur l'histoire de la colonisation, sur l'histoire des institutions, mais on apprend aussi la manière dont un avocat comme vous, en consacrant du temps à une personne, parce que on ne comprend pas comment, avec votre emploi du temps que l'on imagine, comment vous avez pu passer autant de temps avec Élisée, aller chez elle, discuter avec elle, manger avec elle, connaître son histoire intime finalement. Et ça a été une sorte d'argument de poids énorme lorsque vous décidez avec votre équipe d'enregistrer en vidéo son témoignage en créole avec sous-titres pour qu'on puisse la comprendre et que vous présentez ça devant la Cour internationale de La Haye dans ce palais de la paix qui est tellement impressionnant où elle a finalement fait fondre d'une certaine manière la glace de ces Oui, institutions. oui. Regardez, je suis curieux, j'adore parler, j'adore rencontrer les gens. Les choses sont toujours plus complexes et plus intéressantes qu'ils semblent. Il faut passer du temps avec les gens. Moi, quand je fais mes interviews dans Retour à Lemberg, j'ai rencontré Nicolas Frank, le fils de Hans Frank, au moins 10 fois. Pour le prochain livre, La filière, j'ai rencontré Horst Wächter une quinzaine de fois. On peut rencontrer une personne pour 20 minutes, 30 minutes et on commence à connaître, deuxième fois un peu plus, troisième fois, mais les gens commencent vraiment à s'ouvrir quand il y a une sorte de confiance. Et la confiance, ça vient seulement avec le temps. Il faut Et rappeler, il faut il peut-être faut aller, rappeler, pardon. il faut aller chez eux, il faut aller chez eux, il faut aller passer du temps, il faut leur respecter par leur consacrer du temps et, et du soutien. Et avec Élysée, avec Lise Bélysée, c'est ce qu'on a fait. Moi, chaque fois que je vais à l'île Maurice, je vais chez elle, je mange chez elle. La poulpe, elle me fait toujours de la poulpe avec un petit vin rouge mauricien qui est pas fabuleux, mais je le bois tout. Après 3 ou 4 minutes, elle commençait à pleurer spontanément quand elle racontait son histoire. Et ce que je savais très bien, c'est que les juges internationaux, franchement, d'être présenté devant une femme qui se met à pleurer, c'est pas confortable parce que il y a peut-être qu'on utilise une sorte d'émotion stratégique et on voulait absolument pas faire ça. Alors, on voulait pas faire ça, mais par contre, de couper le vidéo juste au moment avant qu'elle se met à pleurer, c'était un manquement de respect pour elle. Alors, comment
équilibré ça. Finalement, on s'est dit non, il faut respecter cette personne. On met tout le vidéo et s'est mis à pleurer. En fait, ça s'est très bien passé. Mais on a passé des heures et des heures à débattre ça et il y avait des perspectives très différentes. Il faut dire aussi que, en contraste avec toute l'émotion de la personnalité de Élysée, il y a face à cela le cynisme des grands États qui sont Ah ouais, concernés par ah ouais. l'affaire des Chagos, les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui cyniquement utilisent toutes les ressources du droit, toutes les ressources techniques du droit pour, y compris le mensonge à certains moments ou les documents cachés, pour ne pas répondre à une question qui est simplement une question d'humanité, de respect des droits de l'homme. Et là, vous vous racontez en entrelaçant les deux aspects, l'aspect juridique et l'aspect personnel, en vous mettant en scène. Là, on comprend toute l'histoire de cet archipel. Tout à fait, mais c'est avec cette histoire très discrète, très particulière, qu'on comprend des vérités qui sont beaucoup plus grandes sur le Royaume-Uni, sur tous les pays coloniaux. Je pense qu'en fait, on apprend beaucoup plus euh, en rentrant en détail dans une histoire particulière. C'est plus efficace, je pense, pour comprendre la réalité de la chose que de s'étendre trop et écrire ou parler beaucoup plus superficiellement. Ça, c'est l'importance des histoires humaines ou les histoires humaines. C'est avec ça que les gens peuvent vraiment comprendre. Et c'est le liaison entre Retour à Lemberg, La Filière, La Dernière Colonie, le prochain livre que je suis en train de finir maintenant sur Monsieur Pinochet à Londres, de comprendre les aspects humains de cette histoire. Et avec cette compréhension, on peut comprendre the bigger picture. Un dernier questionnement sur l'aspect humain, et on revient à Lemberg, dans le livre Tour à Lemberg. Vous avez cité Niklas Frank et le fils de Otto von Wachter. Peut-être rappeler que Hans Frank et Otto von Wachter sont les deux responsables nazis de la solution finale en Pologne à partir de 1941. Le fait de rencontrer leurs deux enfants respectifs, les deux fils, qui sont âgés de 80, 80 et quelques années, quelle a été votre motivation et qu'est-ce que vous en avez retiré? On peut voir, je le signale pour ceux qui nous écoutent, qu'on peut trouver sur Internet le film documentaire qui a été réalisé à partir de là, où on vous voit les questionner. Et vous les questionnez avec une sorte de calme, presque, je dirais, sans émotion pour les faire parler. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous d'intégrer cette génération-là dans cette histoire de retour à Lemberg? C'est un voyage. Tout au début, j'étais très inquiet parce que bon, ces deux hommes, ces deux messieurs n'ont aucune responsabilité pour ce qui s'est passé dans cette période. Et ça, je le reconnais et je leur ai dit ça très ouvertement. Ils le savent que c'est ma perspective. Mais il y avait un lien avec Frank et Werther qui ont fait tellement de mal à la famille de mon grand-père que c'était complexe. Mais petit à petit, une sorte de confiance est venue entre nous tous. Avec Niklas, je suis très ami. C'est un ami, je peux le dire. Avec Horst, c'est plus complexe parce il nie l'histoire de son père. Il ne veut pas faire face à la réalité de la situation. Et là, je pense que je peux dire, bon, je les ai rencontrés il y a 10 12 ans, qui ont joué un rôle très important dans ma vie. Je suis en contact avec les deux constamment. Euh, j'ai jamais perdu contact avec eux. J'ai compris qu'on vit deux côtés différents de la même histoire. Et pour moi, d'avoir une compréhension de ce que ça veut dire dans une famille d'être sur l'autre côté, pas le victime, mais ceux qui sont les bourreaux. Ça, c'est important. J'avais pas beaucoup réfléchi à ça. Et le fardeau de vivre avec une réalité, dans le cas de Nicolas, d'avoir un père qui est pendu pour responsabilité pour la mort de 4 millions d'êtres humains, c'est énorme. C'est énorme.
Et c'est un homme délicieux, c'est un homme complexe, c'est un homme qui trouve pas facile la vie. Et c'est mon ami. Et en fait, ça envoie un signal assez positif que, avec 75 ans, 2 générations plus tard, on peut se trouver en amitié. Et c'est pas rien, tout ça. Et on fait souvent des événements ensemble et les gens sont un peu perplexes de voir que Sands, le petit-fils d'un des victimes de Hans Frank, met son bras autour de son ami, il embrasse son ami et c'est comme ça. C'est plutôt optimiste. Dans un monde aujourd'hui qui est tellement complexe et on vit des choses tellement dures, ça nous donne la possibilité d'imaginer que dans 75 ans, entre un Russe et un Ukrainien, entre un Palestinien et un Israélien, on pourrait imaginer quelque chose. Ça dit quelque chose. Philippe Sands, une dernière question, parce que on pourrait prolonger, mais je ne veux pas user de votre temps. Une double question. La première, vous citez au début de notre entretien le rôle de votre éditrice, et vous dites dans la traduction française, si je me souviens bien, de Retour à Lemberg, ou je ne sais plus dans lequel des remerciements, vous indiquez que votre éditrice vous a appris ce qu'était l'écriture lente. J'aimerais que vous nous disiez ce que c'est. Ah, oui, je suis très lent. Oui, non, moi j'ai Elle vous commencé, recommandait l'écriture lente. Retour à Lemberg, j'ai commencé à écrire en automne 2010, ça a été publié en 2016. Le livre que j'écris en ce moment, qui est sur Augusto Pinochet et un collègue de Rauff, de Frank et Wächter, Walter Rauff, inventeur du wagon à gaz. Ça, j'ai fait le premier interview en 2016. Maintenant, on est 2023, ça sera publié en 2025, peut-être avec le nom 38 rue de Londres. Euh, oui, je vais lentement et je fais toujours 4 ou 5 drafts, 4 ou 5 jets. Là, j'ai fini le premier pour ce nouveau livre pendant l'été. J'ai reçu mes commentaires de mes éditrices et je finis maintenant le deuxième jet et le troisième jet, c'est pour fin juin et ça sera 9 ans, hein. Mais c'est comme ça. Mais Je dans suis pas pressé. l'intervalle, mais on peut dire que vous ne faites pas que ça et que dans l'intervalle, vous faites Et tellement voilà, de voilà. choses. J'ai d'autres Voilà, choses à faire. voilà. Et je pense que c'est Juridique et les articles, les 3 livres qui se lisent d'une traite et qui sont de merveilleuses portes ouvertes sur la compréhension du monde, de la complexité des êtres humains et qui révèlent aussi toute votre manière empathique de voir les choses, ce qui fait de vous un grand avocat. Vous Merci. êtes très généreux. Un grand merci à vous. À Merci, bientôt. Philippe. Ok. Je- Au revoir.